Et on peut passer à la dernière partie, la partie sur tester et déboguer une page. Alors ici, dans la partie DevTools, on peut l'ouvrir et on va s'ouvrir le CSS également. Donc les DevTools sont vraiment un super outil, c'est absolument génial. Les outils indispensables, les DevTools évidemment, c'est ce qu'on ouvre quand on appuie sur F12. Donc il n'y a pas du tout que des outils pour le CSS, évidemment. Beaucoup d'outils JS, beaucoup de choses pour mémoire, performance, audit, etc. Néanmoins, la partie Elements ici comporte beaucoup d'astuces et de choses à faire avec du CSS. Ok, alors ici, chaque navigateur propose une série d'outils qu'on peut ouvrir en appuyant sur F12. Tous ces outils ne sont pas liés au CSS, mais certains d'entre eux se révèlent extrêmement pratiques. C'est le cas de l'onglet Elements ou dans une moindre mesure Sources. Alors la partie Elements va nous montrer les éléments de notre site. Alors on pourrait croire que c'est directement l'HTML qui est montré ici, mais ce n'est pas l'HTML. C'est une représentation de tous les différents éléments sous la forme d'HTML après avoir été rendus par le navigateur. Et là, ça change tout. Après avoir été rendu. Si dans mon JS, j'ai rajouté un élément à côté du header ici, il sera là, alors qu'il ne sera pas dans mon HTML de base. Ok ? Donc, c'est une vue des éléments de notre page en fonction du DOM qui a été créé, Document Object Model, une représentation sous forme d'objet du site, qu'on peut notamment manipuler en JavaScript. Ok, donc ici on a la représentation des éléments de notre page et on a le style qui est associé. Donc là aussi on voit qu'en fait le CSS_SOM c'est une visualisation du CSS_SOM, la représentation sous forme d'objet des éléments de la page et de leur style associé. Voilà, donc c'est très intéressant, on voit le style qui est associé à chaque fois, on voit la spécificité, vous voyez que si je passe au-dessus comme ça, je la vois à chaque fois. Body, selector all, etc., etc. Et ça me permet d'avoir une visualisation également sur le modèle de boîte qui est ici. Donc pour un élément, par exemple là, je vois le padding en haut, le padding en bas, gauche, droite, la boîte de contenu, le potentiel bordure, potentiel marge, etc. C'est très 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 pratique. Et on va se le mettre peut-être à droite. Tiens, donc vous avez les trois petits points ici, tout à droite, qui permettent de placer ces DevTools quelque part. On va mettre tout ça ici, voilà. Et là, j'ai envie de vous montrer certaines visualisations spéciales avec l'onglet Elements. Cet onglet représente les éléments de votre site sous la forme d'un arbre HTML, ainsi que le style qui est associé. On peut également y trouver le modèle de boîte d'un élément, ses event listeners, etc. Donc on a une petite boîte ici dans laquelle j'ai écrit test. Donc on va faire clic droit. Donc vous pouvez faire clic droit inspecter, ça vous l'ouvre directement dans Elements. Et là, vous avez plein de petites choses, vous voyez, le style, alors pour l'instant, il y en a plein qui est sous forme de commentaires, mais vous en avez plein, et notamment la couleur, vous pouvez cliquer dessus, et vous pouvez la changer, en fait, directement à la volée ici. Ça peut être pas mal, parfois, si vous avez envie de faire ce genre de choses. Vous avez la valeur en hexadécimal, vous pouvez avoir la valeur en cliquant ici en RGB, HSL, etc. Vous pouvez aussi piquer une couleur, si je dis pas de bêtises, depuis n'importe quel élément, vous voyez. Tiens, j'ai envie d'avoir la même couleur que cette box rouge, hop, je fais ça. Avec la petite pipette qu'on a ici. Donc c'est pas mal aussi. En dessous, alors ça j'utilise pas trop, il y a des couleurs qui existent déjà, ma foi. Bon, ça... Attends, il y a des color palettes ici, ça j'avoue que j'ai jamais trop fait attention. Page color, really? Ce sont vraiment les couleurs de la page qu'on voit ici? Ça m'étonnerait. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, voilà, il y a plein de petites choses à faire ici. C'est pas la meilleure des visualisations, mais ça peut être utile parfois. Même chose pour tout ce qui est couleur, donc là je décommande color à gauche, je reviens ici, et donc j'ai pareil pour la couleur. Voilà. Normalement la couleur nous montre le contrast ratio, et ça c'est très intéressant. Donc comme vous le savez ou pas, en design et en CSS, en web développement web, il faut respecter un certain contraste entre le foreground et le background. Background, c'est ce qu'il y a derrière, foreground, c'est ce qu'il y a devant, c'est le contenu, le texte en général. Et donc, il faut que ce texte ressorte sur son fond. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une couleur. Par exemple, si le fond est clair, il faut que le texte soit assez foncé et inversement. Et donc là, on voit que ça ne passe pas. Ça passe pas. Et qu'il faudrait que le texte soit en dessous de ces deux barres blanches ici, pour que ça passe. Et pour que test, vous voyez, je le vois bien. Alors que si test, je le mets ici, là, je le vois moins bien. Là, le contraste n'est pas bon. Donc ça pose des soucis d'accessibilité. Sachez que cette erreur est très 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 présente dans les sites. Beaucoup de gens ne font pas trop attention à ça, et ça peut être très mauvais. Donc là, ils vous mettent une visualisation de données qui permet de gérer ce niveau de contraste, accepté suivant certaines normes,
Et c'est très pratique, hein, je trouve que c'est très 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 pratique. Donc ça c'est avec la propriété color. Ensuite, visualisation de box shadow. Donc hop, je rajoute une box shadow ici, et là encore une fois ça me permet de faire certaines choses. Je peux, vous voyez, la décaler sur X, sur Y. Je peux changer le blur, c'est-à-dire le flou, le spread, c'est-à-dire l'étendue, la taille de mon ombre, le inset également, si j'ai envie de le mettre, vous voyez, à l'intérieur, donc inset, ou à l'extérieur, outset, etc., etc. Ça peut être sympa aussi si vous avez envie de tester vos box shadow. Ensuite, pour tout ce qui est transform également, on va avoir de belles visualisations, notamment au niveau de tout ce qui est rotate et skew. Donc je viens ici, et vous avez le moyen de faire tourner tout ça. Bon, en réalité, ça, je l'utilise pas trop. Donc là, c'est le skew qui part un petit peu en live. Ok, on va le remettre à 0, peut-être 1 degré, comme ça. Voilà, donc vous avez ça également. Alors, j'ai du z-index en dessous. Le easing des transitions, ouais, on va voir ça aussi. Hop, on décommente avec CTRL/, encore une fois. Ensuite, j'ai des transitions en dessous. Vous voyez qu'il y a une sorte de petit carré ici pour le easing, je peux cliquer. Et ça me montre comment comment l'animation va se faire, comment la transition ou l'animation va se faire. Et donc, vous voyez que je peux moi aussi créer ma propre courbe. Donc là, il faut vraiment imaginer que c'est, vous voyez, lent au début, rapide comme ça. Ça fait lent, rapide. C'est comme ça qu'il faut imaginer les courbes d'animation et de transition. Plus ça va être horizontal ici, plus ça va être lent, et plus ça va être vertical, plus ça va être rapide. Voilà. Ok. Très bien. Puis pareil pour les animations, c'est la même chose. Voilà. Ok, ensuite montre la propriété en gris car elle ne peut pas être appliquée sans position. Ah oui, là par exemple j'essaye de mettre z-index et la propriété est affichée en gris comme ça. Donc c'est pas mal. The position static property prevents z-index from having an effect. Donc vu que je suis en position statique et pas en position absolue ou quoi que ce soit, eh bien je ne peux pas utiliser z-index comme ça. Ou plutôt, elle est là mais elle n'est pas prise en compte, ça change rien. Donc ça peut être pas mal, ça aussi, ce genre de petite indication. Enfin, elle vous montre une erreur si une valeur est incorrecte. Donc allons-y. Même chose pour les propriétés. Donc là, j'ai fait exprès de donner une valeur qui n'existe pas, une propriété qui n'existe pas, ou encore une autre propriété ici. Text wrap balance, non. Ici, donc pour ces deux propriétés, vous voyez, ça me met un petit signe avertissement. Pour text wrap balance, j'ai dû faire un test quelque part, mais j'avoue que ou alors c'était une propriété qui était pas bien acceptée il y a encore quelques semaines quand j'ai préparé le contenu. Et elle a été acceptée maintenant peut-être? Voyons voir. Browser, compatibility, stable, text wrap. Voyons voir. Stable. Ouais, voilà. Donc on a la valeur stable par exemple qui n'est pas bien acceptée, alors que la valeur balance est bien acceptée. Donc vous voyez, stable elle ne fonctionne pas partout, et balance c'est beaucoup plus accepté ici. Ok. Voilà, donc assez sympa. On voit qu'il y a quand même du taf qui a été fait sur ce genre d'outils. Donc c'est plutôt cool. On continue. Visualiser les mises en page Flexbox et Grid, ça aussi c'est très intéressant, notamment avec Grid, on va pas se le cacher, plutôt que Flexbox. Donc ici, clic droit, inspecter. On va pouvoir se undock tout ça pour avoir de la place. Clic droit, inspecter donc. Et donc au niveau des Flexbox containers, on a ce petit flex qu'il y a ici. Et ça permet de visualiser la boîte flexible, avec l'espace restant à droite, les éléments juste ici, et voilà, c'est assez pratique. Bon, avec Flexbox, en général, ça donne pas des informations cruciales, j'ai envie de dire, mais c'est là quand même, et ça peut vous aider avec certaines compréhensions précises, peut-être, je pense à Align Content ou ce genre de choses, ça peut vous permettre de mieux le comprendre. Mais surtout, c'est avec Grid, donc on a une grille en dessous. Je clique, et on a les numéros des colonnes, et les numéros des rangées. Donc j'ai envie de placer un élément ici, ça va donc de la deuxième ligne de colonne à la troisième ligne de colonne, et de la première ligne de rangée à la seconde ligne de rangée. Bon, là, pour une grille assez simple comme ça, c'était peut-être pas très explicite, mais si je rajoute pas mal de box comme ça, rapidement, ça devient utile. Si j'ai envie de placer un élément dans toute cette aire-là, par exemple, eh bien, je vais devoir aller de la deuxième à la quatrième ici, et de la 2 à la 3 là. Voilà, donc ça devient plus facile de comprendre tout ça, notamment au niveau de la position, si on positionne des éléments dans une grille. Voilà, donc ça peut être pas mal. Et sachez, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais quand vous actualisez, ça change la couleur de la visualisation. Voilà, ils se sont amusés.
se sont amusés. Parfois, comme ça change la couleur. Bref. F12, hop, on enlève grid et on continue. Le modèle de boîte représente chaque élément sous la forme de plusieurs boîtes imbriquées les unes dans les autres. C'est le modèle de boîte en CSS et on le voit ici aussi. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai donné des marges qu'on voit, des bordures qu'on voit, padding et la boîte de contenu. Donc c'est vraiment pas mal pour faire quelques calculs parfois en fonction de box sizing, en fonction de qu'est-ce qui est appliqué ou pas. C'est pas mal. Passons en revue certaines fonctionnalités pratiques sous la forme d'une liste. On peut observer les valeurs utilisées via l'onglet Computed. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. On revient dessus. Clic droit, inspecter. On a un petit onglet qui s'appelle Computed ici. Ça veut dire calculer. Et donc, ça vous montre, cliquez sur Show All ici. Vous pouvez voir toutes les valeurs utilisées. Donc, par exemple, font size. Vous mettez font size. Vous voyez 16 pixels ici. Vous avez la width. Qui est de 996 pixels. Vous voyez, alors que c'est pas moi qui ai donné la width. Quand les propriétés sont grisées comme ça va être des valeurs qui peuvent être données par le navigateur, notamment lors d'une résolution, notamment parce que ma div ici prend toute la largeur, elle est en width auto, et ça se résout à quoi width auto? Ça se résout à cette valeur-là. Donc en fait, Computed permet de parfois voir cette valeur précisément, alors que vous avez mis width auto, donc on sait pas trop ce que c'est un rapport avec la largeur du container. Et donc là, ça vous permet d'avoir une valeur définie comme ça, ce qui est pas mal. Et puis parfois, quand vous avez aussi défini des valeurs, vous pouvez retrouver où elles ont été définies. Donc vous cliquez sur la petite flèche, puis Lesson Style, et vous pouvez voir où ça a été défini. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être assez sympa. Donc ça vous amène dans Sources. Sources vous permet de voir les fichiers qui ont été téléchargés pour afficher cette page. Les fichiers sources. Voilà. Donc c'est pas mal. Faites attention, si vous n'êtes pas en mode invité, là vous allez avoir plein d'extensions, ce genre de choses. Ça va être le fouillis un petit peu. Ok. Ensuite, on peut voir l'historique des styles ajoutés à un élément dans la partie styles, ainsi que leurs spécificités et les propriétés annulées par des règles plus hautes dans la hiérarchie de la cascade. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, donc on va dans style ici. Et on voit les différents styles qui ont été appliqués. Ceux qui ont été override, donc on voit que la marge ici, le padding a été override par box model. Donc non seulement c'est une spécificité qui va être... Ah non, c'est la même spécificité ici. Donc le sélecteur universel et les classes, donc ils ont la spécificité de 1 ici. D'accord, mais box model est apparu après dans le code. C'est ce que ça nous dit. Donc là j'ai lesson style, là j'ai style. Oui, c'est ça. Lesson style, en fait, on peut regarder. Lesson style, c'est ce que j'ai là. Ok. C'est ce que j'ai là ici. Et style, c'est ce que j'ai là. C'est le style global. Et donc, pour chaque page, j'ai mis en premier le style qui est juste ici, puis lesson style. Donc, vous voyez, dans la cascade, c'est bien ça qui est arrivé après. Et c'est pour ça que je le vois au plus haut, ici. C'est pour ça que je le vois là. Donc, ils l'ont mis en haut. Ça semble plus évident que d'aller scroller tout en bas, parce qu'entre guillemets, c'est le sélecteur, enfin, pas entre guillemets, c'est la règle la plus forte ici. Voilà. Vous pouvez vraiment voir un peu tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été override aussi, ce qui est pas mal. Et vous le voyez dans l'ordre, notamment, vous avez User Agent, d'accord, donc la première couche rajoutée, puis là, ça c'est moi qui l'ai rajouté, seconde couche, puis encore une seconde couche juste ici. Et on voit également les chaînes d'héritage, très intéressant. Donc depuis le body, on a tout ce qui est lié au texte, comme d'habitude, font femme color, qui a été hérité depuis le body. Et puis au niveau de pseudo-éléments, on a hérité au niveau de tout ça, pseudo-élément after, pseudo-élément before. Alors, ça j'avoue, pourquoi ils le mettent ici? Sachant qu'il n'y a pas de pseudo-élément ici, il n'y a pas de pseudo-élément. Oui, ça a été hérité, Bon, entre guillemets, ils vous disent que si vous créez un pseudo-élément sur cet élément, il y aura ce style d'appliqué. Bon, autant le montrer juste s'il y a un pseudo-élément peut-être, mais c'est pas très grave. Ça vous donne pas mal d'informations, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on peut supprimer, occulter, copier, dupliquer ou encore rajouter des éléments dans l'arbre HTML. C'est vrai que ça aussi c'est très intéressant. Donc clic droit, au lieu à chaque fois d'aller dans son code, de faire des tests, etc., je fais clic droit, inspecter ici, je tombe sur cet élément, je peux le delete ici, je peux le supprimer, je peux le dupliquer, vous voyez, hop, dupliquer, je viens de le dupliquer ici, là je peux supprimer celui-là, je peux le hide normalement, collapse children, scroll into view, break on, force the state, ça aussi on va en parler juste après, mais moi je voulais juste le hide, normalement on peut le hide, edit
Ça aussi c'est intéressant. Duplicate, delete, collapse. Étrangement, j'arrive pas à le hide ici. Hide élément. Ben dis donc, je suis vraiment aveugle. Hein. Il était en plein milieu. Voilà, donc on peut le cacher. On le cache. Alors ça le cache comme avec un visibility hidden. Hein, donc sa hauteur est toujours présente ici. Voilà, mais on peut le cacher. On peut le copier aussi. Alors on peut copier l'élément, on peut copier ce qu'il y a à l'intérieur, on peut copier un chemin pour le JS, etc. Donc ça aussi, ça peut être cool. Le couper. Donc ça le copie et ça le supprime en même temps. On peut éditer l'HTML ici directement. Et hop, vous voyez, ça rajoute du contenu ici. J'ai même rajouté ça là. Hop. Edit attribute, si on veut juste changer la classe par exemple, on peut aussi juste double-cliquer ici, hein, c'est aussi simple. Donc vraiment ce clic droit ici, il a vraiment plein de choses. Il a force state aussi, c'est très très bien ça. Quand on a un élément qui a un hover par exemple, on peut cliquer sur force state hover, et c'est comme s'il avait tout le temps le hover, donc pour vérifier si ça fonctionne bien, si c'est vraiment ce qu'on veut. C'est très très bien ça, ouais. Donc on a notamment le hover, c'est plus utilisé, mais on a aussi focus, visited, focus within, active, etc. Voilà, donc on a vraiment pas mal de choses avec ce petit clic droit ici. On va actualiser juste. Ensuite, donc on peut supprimer, ok, on peut forcer un state, ça je vous l'ai montré. On peut undock le panneau des DevTools afin d'y voir plus clair sur votre page ou d'être moins gêné. Donc undock, c'est les 3 petits points ici. Voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, tester une page responsive avec Toggle Device Toolbar. Cet outil situé en haut à droite ou en haut à gauche. Alors juste avant, désolé, je fais une petite coupure, mais peut-être qu'on a déjà tourné pas mal de vidéos là, déjà. Ouais, 16 minutes, oui, c'est déjà assez long. On va couper ça en deux, et on continue juste après. À tout de suite. Faites une petite pause de temps en temps.